Mais il ne faut pas avoir peur de se dire si jamais des gens testent l'outil et sont déçus, tout le monde va le savoir. Non, non, personne ne le saura en fait. Ok. C'est pas grave, hein. Vous pouvez perdre vos 10 000 premières personnes, personne ne le saura, hein. C'est rien du tout. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Bonjour à tous, aujourd'hui je rencontre Quentin, fondateur et CEO de Sinao. Je vous fais pas plus attendre, on le retrouve tout de suite pour un nouveau Get Talk. Bonjour Quentin, bienvenue pour ton premier Get Talk. Comment tu vas Oui, écoute, ça va, très bien, ravi Nickel. d'être là. Parfait, donc on va commencer tout de suite avec la question. Donne-moi un chiffre entre 10 et 60. 10. Et ben tu as 10 secondes pour nous pitcher Sinao. Sinao, c'est une société qui développe un outil de gestion qui s'appelle Sinao, qui permet aux entrepreneurs de faire super facilement leur comptabilité. Donc, par comptabilité, on entend facturation, gestion des achats et trésorerie. Ok. Et pourquoi le nom Sinao ? Oh, il n'y a pas d'histoire bien poussée. Globalement, on était deux fondateurs, Quentin et Tao, ça faisait IN et AO, et puis on a rajouté un S parce que c'était stylé. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un éventail de tous les services que vous proposez au sein de Sinao Ouais, alors on fournit qu'un seul outil, du même nom qui s'appelle Sinao, et dedans on va avoir plusieurs fonctionnalités. On va avoir un outil de facturation devis qui va permettre de faire des devis, des factures, qui va être connecté à un catalogue avec lequel on va pouvoir en fait facilement enregistrer des produits, services pour aller plus vite dans le quotidien. On va avoir une partie gestion des achats où là le principe est très simple, ça va être de prendre toutes les factures qu'on a en PDF ou directement en photo quand on a une facture fournisseur et de tout mettre dans Sinao. Et après Sinao va traiter automatiquement tous ces documents et générer la comptabilité à partir de ça. Et enfin on va avoir ce qu'on appelle une gestion de trésorerie où on va être connecté avec le compte bancaire. Et tous les jours, on va rapatrier toutes les transactions bancaires. Et après, l'objectif pour l'entrepreneur dans Sinao, ça va être sur chacune des transactions bancaires, de dire cette transaction, elle correspond à telle ou telle chose. Par exemple, un frais bancaire ou le paiement d'une facture ou autre. Et à partir de cette gestion quotidienne que va faire le dirigeant, qui déjà lui permet d'avoir des chiffres et de savoir où il en est, on va pouvoir automatiser tout ce qui est écriture comptable. Donc en fait, tout le travail du comptable, qui est normalement de saisir tout ça, nous, on l'automatise complètement, on génère tout ça. Par contre, on ne va pas remplacer l'expert comptable. C'est-à-dire que nous, tout ça, on le génère, on le donne à l'expert comptable, et après, lui, il va faire son travail derrière, qui va être d'analyser toutes ces données et de pouvoir écrire un bilan à partir de là. On n'a pas du tout vocation à remplacer un expert comptable. Ok. Et du coup, il me semble que vous êtes labellisé French Tech. Qu'est-ce que ça représente concrètement ? Concrètement, qu'est-ce que ça représente ? Déjà, ça nous donne un tampon pour dire qu'on vient d'ici, en fait. En plus, c'est French Tech Rhône-Alpin, donc vraiment ici. Dire que on vient du territoire, on en est fier, on est dans la tech, on est dans le numérique, et c'est surtout une fierté, en fait. Ok, très bien. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce marché en particulier et pas un autre ? J'ai pas vraiment choisi ce marché en fait. Ok. En gros, quand j'étais plus petit, quand j'avais 13 ans, déjà, je faisais les factures de mon père. Donc, mon père est artisan, donc c'est toujours moi qui ai fait ses factures avec Excel. Ma mère est comptable, donc quand j'avais une question ou autre, je pouvais me permettre de lui poser. Mais du coup, déjà, j'avais toujours été là-dedans. Ensuite, au-delà de ça, quand j'avais le même âge, je travaillais déjà pas mal en informatique. Donc on développait un jeu avec mon associé justement, on développait un jeu. Donc ça m'a permis de poser mes premières bases dans l'informatique. Et après, quand on a atteint les 18 ans tous les deux, on s'est dit on va se lancer dans l'entrepreneuriat. Et à la base, on s'est dit on va faire une boîte qui vend des sites web, parce que c'était le plus facile pour nous. Lui était designer, il savait faire du design, moi je savais les intégrer. Donc on s'est lancé là-dedans, puis en même temps je me suis dit on a besoin de faire notre facturation. Je fais celle de mon père à côté, je vais faire un outil qui sera super simple, parce que j'en ai marre de faire sa compta à lui. Je vais faire un outil où il pourra faire ses factures lui-même. Et du coup c'est parti de là. Le besoin initial ça a été de faire des factures, et que mon père, qui n'y connaît rien en informatique, il puisse lui-même faire ses factures aussi pour arrêter de me casser les pieds. Globalement c'était ça le départ. Et en fait après en partant là-dessus, moi la finance globalement c'est un domaine que j'adore. Et en fait, de fil en aiguille, d'outils de facturation, on est passé tout de suite à gestion des achats, gestion de la trésor et comptabilité. Bon, même au début, en fait, on avait des idées folles à vouloir tout faire. On se disait, on va faire une gestion de stock gigantesque, on va gérer toutes les entreprises du monde, on sera un jeu super simple, mais pour toutes les tailles, y compris les grands groupes. Puis petit à petit, on a eu des désillusions, on est retombé jusqu'à savoir exactement ce qu'on voulait faire, qui était du coup un logiciel dans la finance pour les toutes petites boîtes comme nous. Ok. Et c'est de fil en aiguille que c'en est arrivé là.
Mais je me suis pas levé un matin en me disant « Et si je faisais un logiciel de compta, c'est cool à 18 ans, non ?» Donc ton père était ton premier client? Donc mon père était mon premier client, effectivement. Et quand du coup c'était ta première expérience dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Ouais, alors en fait, c'était ma première expérience officielle dans l'entrepreneuriat, même s'il y a eu la petite partie où on a vendu quelques petits sites web. On n'a pas fait grand-chose, on n'était pas très bon en fait là-dedans. Mais avant ça, de mes 13 à 18 ans, avec mon associé, on avait déjà monté un jeu vidéo et ça a été vraiment notre première expérience entrepreneuriale. Okay. Même si en fait c'était avant la majorité et que c'était chez nous en extrascolaire, c'est vraiment ça qui nous a formés à se débrouiller par soi-même n'importe quand, tout le temps. Quand tu as un problème, tu vas chercher sur Internet, tu te débrouilles, il n'y a pas forcément la solution. Qui nous a appris à gérer une équipe, qui nous a appris en fait, vraiment toutes les bases de l'entrepreneuriat. Okay. Donc ça a été avant 18 ans. En fait. Et quand on se lance, comment ça marche pour les financements? Et aussi, vu que vous proposez des services tarifés, comment on peut définir ces tarifs quand on est nouveau sur le marché? Alors au tout début, quand on se lance, les finances, c'est soi-même. Donc globalement, moi c'était très très peu, parce que globalement j'avais la bourse étudiante, parce que je faisais mes études en même temps, que j'ai arrêté pendant. Donc j'avais quand même la bourse qui m'a aidé un petit peu. Et j'avais 3-4 milliers d'euros de côté pour pouvoir commencer à lancer la boîte. Ça faisait pas grand chose, donc au début ça a été dur, on s'est débrouillé un peu comme on pouvait. Okay. Et puis avec le temps, on a réussi à rencontrer des gens, rencontrer d'autres gens qui nous ont permis de chercher justement comment est-ce qu'on pouvait trouver des financements. On a trouvé nos premiers investisseurs avec qui on n'a pas signé, puis après des deuxièmes investisseurs avec qui cette fois on a signé, qui nous a permis d'avoir le premier ticket, qui nous a permis de commencer à développer le logiciel, en fait d'accélérer plutôt le développement du logiciel et de commencer à le commercialiser. Mais c'était très long. Les 2 premières années, globalement, on a fait sans argent du tout. Après, comment est-ce qu'on définit les tarifs ? Ça dépend de chacun et ça dépend du secteur d'activité. Ça dépend vraiment du métier. Nous, dans notre métier, c'est facile parce qu'en fait, on arrive sur on fait de l'innovation dans le sens où on fait un logiciel qui est plus simple que les autres, mais on n'arrive pas sur un marché qui n'existe pas. Le marché, en fait, l'informatique a été inventée pour faire de la compta globalement. Donc on arrive sur un marché qui est énorme, qu'on connaît et sur lequel on a des gros concurrents. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, avec des gros concurrents, eux, ils nous donnent les prix du marché. On a juste à faire une étude concurrentielle, et on sait quels sont les prix qu'on doit mettre, on sait où est-ce qu'on doit se situer, et après, c'est juste à nous de choisir si on veut se mettre sur du bas de gamme, du moyen de gamme. Okay. On n'a pas besoin d'inventer nos prix, en fait. Voilà. Ok, et du coup, sur ce marché, quelles sont les principales difficultés et les défis qu'il faut relever au quotidien ? Déjà, il y a la complexité de l'outil. Faire un outil de compta, au début, je pensais que c'était simple. Bon, je me suis lancé dedans un peu comme ça en me disant dans 6 mois je suis riche, ça fait 5 ans et demi. et en fait je m'étais pas du tout rendu compte de la complexité qu'il y avait derrière ça. Donc ça j'ai passé énormément de temps à développer l'outil, parce que là-bas je suis un techos. Et ça a été la première grosse difficulté, de toujours m'être dit dans 2 mois c'est fini, alors qu'en fait je mettais 1 an à faire les choses. C'était très très long. Ensuite la deuxième difficulté sur notre marché, c'est l'acquisition client. Les clients coûtent très très cher et on les facture très peu. On facture un logiciel qui est vraiment pas cher du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un marché qui existe depuis très longtemps et que du coup les concurrents ont rabaissé les prix. Et donc réussir à se faire une place là-dessus, dans un marché pareil, ça veut dire tout de suite atteindre un très très haut niveau. Donc en fait il faut tout de suite avoir un outil qui soit très complet, qui marche très bien. Les bugs ne sont pas tolérés parce que les autres outils ne bug pas, forcément, vu que c'est des leaders. Et en plus être intéressant au niveau du tarif. Donc tout ça c'est dur, c'est long. On a quasiment rien vendu les 3 premières années, globalement. On a fait énormément de tests marché qui ont échoué beaucoup. On a changé beaucoup de fois de stratégie, jusqu'à enfin réussir à trouver notre stratégie aujourd'hui, lever des fonds et commencer à vraiment décoller. Ok, et vu que tu parles beaucoup des concurrents, qu'est-ce qui vous démarque ? Quels sont vos atouts face à la concurrence ? C'est la simplicité d'utilisation. En fait, globalement, les concurrents font des logiciels de comptabilité à destination des professionnels du chiffre, à destination des gens qui comprennent ce qu'ils font. Quand on va sur un Sage, sur un QuickBooks, sur un EBP, qui sont globalement nos concurrents principaux, on est sur un logiciel de comptabilité pensé par des comptables, mais qu'on met dans la main d'entrepreneurs, et qui vont en général jusqu'au bout de la compta. Nous, on a décidé de faire un intermédiaire où en fait on n'est pas un logiciel de comptabilité, soit on est un logiciel de gestion comptable. Donc on ne va pas jusqu'au bout de la compta. Et on s'est focalisé vraiment sur l'expérience du dirigeant.
Donc par exemple, globalement, on n'utilise pas un wording de comptable, on utilise un wording vraiment pour le dirigeant et compréhensible par celui-ci. Nous, ce qu'on cherche à apporter, ce n'est pas une valeur pour le comptable à la fin, ce n'est pas de lui faciliter la saisie. Ce qu'on cherche à apporter tous les jours, c'est une valeur pour le dirigeant. C'est que le dirigeant, il ait des chiffres, il comprenne ce qui se passe dans sa boîte, etc. Et c'est pour lui qu'on développe l'outil, contrairement à nos concurrents qui le développent pour simplifier derrière en fait, la partie comptable. Donc c'est surtout ce changement de mindset qui fait qu'on a un outil qui est pensé différemment et qui du coup est plus simple pour notre cible. Ok. Et quand vous avez vos nouveaux clients, quelles sont vos promesses quelles sont les promesses que vous leur faites et les arguments que vous avez leur proposés pour leur dire de venir chez vous et pas aller chez les concurrents? Alors globalement, là où on a de la chance, c'est que nos clients, c'est des gens qui ont un besoin, qui recherchent le besoin et qui tombent sur nous. Donc on n'a pas besoin de les convaincre au début qu'ils ont le besoin. Ils l'ont et ils arrivent chez nous. Ce qu'ils cherchent, c'est à gagner du temps et c'est à mieux s'organiser. Et nous, c'est ça qu'on leur vend. C'est une organisation qui soit clean, sur laquelle ils vont avoir des chiffres, au quotidien, et où tous les jours, ils vont gagner du temps, en faisant leurs factures plus facilement, en gérant leurs achats, en ne perdant pas du temps à la fin de l'année à retrouver la facture qu'ils ont oubliée au fin fond du camion, tout ça. Globalement, on a beaucoup de clients qui sont des artisans. Un artisan, il va chez son fournisseur, il prend sa facture, il la fout dans le camion, et puis c'est fini, il n'en parle plus. Alors qu'avec Sinao, il prend sa facture, il la prend en photo, ça arrive dans Sinao, il la prend, il la balance dans le camion et il n'en parle plus. Mais au moins, il ne l'a pas perdu. Ok. Et du coup, quand on est nouveau, qu'on s'appelle Sinao et que tout est numérisé, du coup tout est digitalisé, les données, comment on peut assurer une certaine sécurité au niveau des données, notamment le piratage des données auprès de ses clients? Ça aujourd'hui, c'est tous les nouveaux protocoles qu'il faut utiliser. Donc là, c'est vraiment du pure tech. Donc nous, on utilise en fait tout ce qui est dernier cri là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, tu peux pas aller sur Sinao si t'es pas en HTTPS. C'est un petit détail, mais en fait aujourd'hui, ça paraît simple. Enfin, ça paraît évident pour tout le monde de mettre ça en place. Mais en fait, il y a plein de concurrents qui ont même pas mis ça en place parce que justement, il date de très longtemps. Et pour autant, c'est la base de chiffrer ce qui se passe justement entre le PC et les serveurs. Et après, derrière, il y a plein de protocoles à respecter, de normes de sécurité à respecter. Donc nous, on est le plus loin possible là-dedans. On fait énormément de sauvegarde de données, de backup, qu'on diffuse dans différents data centers, qu'on diffuse chez différents hébergeurs. Toutes nos données sont en France. Globalement, voilà, c'est ça. On chiffre le maximum de choses qu'on peut. Ok. Et du coup, lorsque le client veut venir vers vous, jusqu'où vous l'accompagnez? Est-ce que c'est tout le temps ou une fois qu'il a choisi votre service, votre accompagnement s'arrête ici? On l'accompagne tout le temps. En fait, on n'a pas de support téléphonique directement. Par contre, on a une petite bulle de chat qui est toujours présente en bas de l'outil. Et à chaque fois qu'un client a un besoin, globalement, il nous demande et on répond. Après, dans la pratique, en fait, les prospects qui s'inscrivent, les leads, nous demandent beaucoup de choses les 30 premiers jours pendant la période d'essai gratuite. Et après, une fois qu'ils ont l'outil en main, ils nous demandent très peu de choses. Du coup, à nous, ça ne nous coûte pas énormément de temps de répondre aux peu de questions qu'il y a, même si on a beaucoup de clients. Ok. Et du coup, aujourd'hui, quels sont les enjeux liés au secteur d'activité? C'est-à-dire quels sont les enjeux pour le futur? Est-ce qu'il y a notamment comment réagir face à la situation sanitaire actuelle? Okay. Alors le Covid, c'est sûr que ça a posé plein de problèmes, plein de choses qu'on n'avait pas prévues. On a un petit peu de chance parce qu'on est dans le digital et que les gens veulent se digitaliser et donc du coup se mettent à chercher des outils de gestion. Donc là-dessus, en fait, ça nous apporte des gens. Mais en même temps, le problème, c'est qu'avec une situation économique moyenne, on a aussi des clients qui déposent le bilan, donc on perd des clients. On a aussi des clients qui veulent moins payer, qui veulent plus payer, ou alors des leads qui arrivent, qui cherchent des outils, mais principalement gratuits. Donc en fait, on se retrouve dans un entre-deux de marché où on a beaucoup de leads à traiter, mais qui ne rapportent pas beaucoup d'argent. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a un coût d'acquisition client qui explose. Et nous, en face de ça, quand on fait une levée de fonds, on promet aux investisseurs d'atteindre un certain niveau au bout d'un certain temps. Donc en gros, nous, nos objectifs, c'est d'atteindre 2000 clients d'ici l'année prochaine. Aujourd'hui, on est à peu près 400. Donc 2000, ça va faire beaucoup. On pense que c'est toujours possible de les atteindre, mais il va falloir travailler beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Et globalement, à partir du moment où le Covid est arrivé, on a dû tout revoir. Nos coûts d'acquisition de clients se sont envolés. Donc on a dû changer notre stratégie marketing, on a dû changer les axes, on a dû baisser un petit peu le marketing et on a dû changer de business model. Vu que les gens
n'étaient plus dans le mindset d'acheter directement quelque chose. On est passé sur un modèle freemium pour leur permettre justement de démarrer gratuitement, sans limite et sans se dire il va falloir que je sorte ma CB alors que c'est pas le moment, en ce moment je facture pas, je fais des devis mais du coup je fais pas de facture, etc. Donc on a sorti un modèle freemium qui permet à n'importe qui d'utiliser Synao gratuitement et de faire autant de devis qu'il veut. À partir du moment où il gagne pas d'argent, nous on ne le facture pas. Et on espère que ça va changer la vision des gens quand ils rentrent dans Synao. Donc ça c'est le premier gros changement qu'on a fait. Et après, c'est principalement des ajustements marketing. Jusqu'aujourd'hui, on continue à faire des ajustements pour essayer d'optimiser au maximum nos coûts. En gros, dans notre secteur d'activité, enfin, dans notre modèle de boîte, qui est une boîte SaaS, on mesure la rentabilité des entreprises SaaS au temps qu'elles vont mettre à récupérer leur investissement marketing pour acheter un client. Donc globalement, le modèle est très simple. On a de l'argent, on en donne une partie à des publicitaires, Google ou autres, et ça nous rapporte un client. Et nous, on est capable de savoir combien un client nous rapporte, combien un client nous coûte, pardon. Par exemple, nous, un client, avant le confinement, ça nous coûtait à peu près 130 euros. Donc on savait que si on donnait 130 euros sur de la publicité, derrière on avait un client, et que le client on le rentabilisait en 8 mois à peu près. Après le confinement, le coût d'acquisition il a doublé. Donc à partir de ce moment-là, on devait donner 260 euros à peu près pour avoir un client. Sauf que du coup, c'est-à-dire qu'il nous faut 1 an et demi pour récupérer notre mise de départ. Et donc c'est ça en fait c'est ça la chose avec laquelle il faut jouer. Et il faut essayer de la réduire au maximum parce que du coup les investisseurs en fait ils sont là uniquement pour financer cette durée-là. Parce qu'après sinon on n'a plus besoin d'eux. Une fois qu'on a récupéré notre argent, c'est fini, on peut même leur rendre. Mais ils sont là pour financer ça. Et donc à la base quand on leur parlait, on leur a dit bah voilà en fait on veut financer ces 8 mois. Et maintenant on arrive, on leur dit bah en fait il faut en financer 16. Et là c'est pas pareil. C'est tout l'enjeu et c'est toutes les problématiques d'aujourd'hui. Après, qu'est-ce qui va se passer dans 1 ou 2 ans vis-à-vis du Covid? Je pense pas qu'il va se passer une catastrophe ou autre. Je pense que le marché va mettre un petit peu de temps à redémarrer, mais je pense que c'est une mauvaise passe qui devrait passer. Je suis plutôt confiant là-dessus. Ok, et du coup, qu'est-ce que c'est vos projets, vos ambitions pour la suite? C'est de continuer à acquérir des clients, surtout ça. Nous, notre outil, il est déjà développé, donc on va continuer à ajouter des nouvelles fonctionnalités qui permettent de gagner encore plus de temps, d'être encore mieux organisé, de répondre aux besoins d'un plus grand panel de clients. Par contre, on veut rester sur notre cible initiale, qui sont les TPE de service, globalement de moins de 10 salariés. On monte jusqu'à 20 salariés, mais bon, pas bien plus que ça. On ne veut pas passer sur des grosses boîtes. Et notre objectif, c'est vraiment de continuer à améliorer cet outil, et ensuite de grossir. L'objectif, ça va être... En fait, on vise une nouvelle levée de fonds fin d'année prochaine, début d'année d'après, donc entre fin 2021 et début 2022, qui viserait à passer sur du marché international. Pour l'instant, on est vraiment sur toute la France. L'objectif après, ce sera de passer sur du worldwide. Ok, et comment on choisit si on veut se focaliser seulement principalement sur les TPE plutôt que sur les grands groupes, les grandes entreprises Comment on le choisit au début à la création de la boîte ou aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour viser les bonnes personnes? Aujourd'hui, vu que vous aviez l'air de dire que vous vouliez plutôt vous focaliser sur les petites structures. Alors plusieurs choses. Déjà, quand on crée un logiciel, il faut aussi se demander avec qui on a envie de travailler. Donc ça, c'est un choix personnel. C'est pas du tout un choix stratégique ou autre. C'est juste, personnellement, j'ai envie de travailler avec des gens de petites entreprises. C'est des gens avec qui je m'entends bien et avec qui je suis content de discuter. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, dans la pratique, de toute façon, un logiciel, quand on le conçoit pour répondre à un besoin. Et globalement, le besoin des petits entrepreneurs n'est pas du tout le même que les besoins d'une grosse boîte. Une grosse boîte, elle va avoir des process super compliqués, spécifiques pour elle, où il va falloir quelque chose qui soit ultra personnalisable, alors que des petites boîtes, c'est ce qu'on appelle un mass market. On fait un outil qui est le même pour tout le monde, qui est un petit peu personnalisable pour que chacun soit content, mais globalement c'est pareil pour tout le monde et on diffuse à très très large échelle. On est dans du B2B, mais en fait on est presque dans du B2C. Globalement, nous on pourrait faire de la pub à la télé, ce serait bon, la cible elle serait là. Et après au niveau marketing, ça c'est un ciblage. On décide en fonction des mots-clés ou en fonction des journaux dans lesquels on va publier, de cibler de cibler les petites entreprises. Ok. Et quand vous êtes lancé, comment on va chercher son premier client ? Comment on va chercher son premier client? Ça, globalement, ça dépend du marché. Nous, dans notre cas,
ça a été lié à notre première stratégie commerciale. Notre première stratégie commerciale, ça a été de démarcher tous les experts comptables de la ville pour passer par eux, pour obtenir des clients. Donc, en fait, on leur vendait Sinao et ils le revendaient à leurs clients. Cette stratégie, ça a été un échec total, mais ça nous a permis d'avoir quand même nos premiers clients derrière. On a été mis en relation avec des gens qui ont été nos premiers clients et qui nous ont permis de beaucoup développer l'outil. Et après, ce qui nous a fait un peu plus grossir, ça a été la publicité digitale. Ok. Et si vous reveniez en arrière, qu'est-ce que vous auriez voulu savoir avant de vous lancer? C'est difficile comme question parce qu'en fait, je vois pas ce que je pourrais sortir. En fait, j'aurais bien aimé avoir le niveau que j'ai aujourd'hui il y a 5 ans, forcément. Mais il n'y a pas eu de choses spécifiques qui ont fait changer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, les choses dans lesquelles je me suis planté, je suis content de l'avoir fait parce que ça me donne une expérience marché que beaucoup de gens n'ont pas. Aujourd'hui, sur mon marché, aujourd'hui, je connais très très bien mon marché et quand je parle à un fonds d'investissement, je suis capable de leur dire ce que font les autres et là où je pense que c'est pas bon et pourquoi je pense que c'est pas bon. Et souvent, le pourquoi, c'est parce que je l'ai fait et parce que je me suis planté. Et si je l'avais pas fait et que je m'étais pas planté, je pourrais pas avoir la vision que j'ai aujourd'hui pour les années qui suivent. Je pourrais pas piloter la société comme je le fais aujourd'hui. Donc globalement, il n'y a pas grand-chose que je ferais différemment ou que j'aimerais savoir avant. Ou en tous les cas, je ne suis pas capable aujourd'hui de savoir quelle est la chose qui aurait fait la différence. Ok. Et peut-être un conseil Peut-être un conseil pour les entrepreneurs. Pour nos entrepreneurs qui nous regardent. J'ai vu beaucoup de gens perdre trop de temps à essayer à ne pas essayer, quoi, à développer l'outil indéfiniment d'une qualité de dingue, à le sortir trop tard. Globalement, mon conseil, c'est en fait, il faut se jeter à l'eau et c'est tout. Être un entrepreneur, c'est ça, c'est se jeter à l'eau, c'est se planter, c'est avoir des échecs. Mais c'est les échecs qui forgent. Et la pire des choses qu'un entrepreneur puisse faire, c'est ne pas échouer, en fait. Un entrepreneur qui n'échoue pas, globalement, je pense qu'il est voué à l'échec, justement. Je pense qu'il ne pourra pas réussir, il ne pourra pas décoller s'il n'a pas une série d'échecs. Donc la pire des choses à faire, c'est de rester dans son coin et de pas aller sur le marché, de ne pas essayer de vendre, de ne pas se prendre des claques, de ne pas faire tout ça. Typiquement, une erreur que j'ai vue, ça a été de développer un outil pendant 2 ans. Il était parfait, l'outil. Je me souviens, je l'avais vu, il était parfait, il n'y avait aucun bug, rien, il était magnifique. Mais il n'y a jamais eu un seul client dessus parce qu'en fait, c'était pas le bon besoin. Et en fait, au début, le mieux, c'est de vendre un truc qui bug. Enfin, vendre un truc qui bug, j'exagère un peu, mais en gros, de mettre un truc presque qui bug sur le marché et de voir s'il y a un répondant, de voir si des gens ont réellement le besoin. Si des gens ont réellement le besoin, on corrigera, on améliorera l'outil et puis c'est bon, c'est pas grave. Mais il ne faut pas avoir peur de se dire si jamais des gens testent l'outil et sont déçus, tout le monde va le savoir. Non, personne ne le saura en fait. C'est pas grave, vous pouvez perdre vos 10 000 premières personnes, personne ne le saura, c'est rien du tout. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Ok. Et demain, il y a le téléphone qui sonne dans les locaux de Sinao et on vous propose de vous racheter Sinao pour 3 millions d'euros. Qu'est-ce que vous faites? Pour 3 millions d'euros, je dis non. Très clairement, aujourd'hui, c'est pas du tout la valeur de la boîte. Après, cette question, faut pas se mentir, en fait, ça dépend du prix. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on me demande de me racheter Sinao au prix que ça vaut, je dis non. Si on me demande de racheter Sinao 2 ou 3 fois le prix que ça vaut, je dis non aussi. Parce qu'en fait, Sinao, c'est pas que c'est mon bébé, c'est pas le cas. C'est une boîte que j'adore. Et tous les matins, je me lève pour aller bosser avec le sourire. Mais je suis aussi persuadé que je pourrais trouver d'autres choses pour lesquelles je pourrais me lever et avoir le sourire le matin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais donc ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Et je ne suis pas prêt à le vendre pour n'importe quel prix, y compris pour 1 ou 2 fois la valeur de la boîte. Par contre, il y a un moment où si on me propose 100 fois la valeur de la boîte, bah oui, je vendrai et j'irai faire autre chose. Je suis persuadé de pouvoir trouver autre chose pour laquelle j'aurai le sourire en me levant le matin, il n'y a pas de souci. Ok. Et quelle est la start-up du moment à suivre selon vous? Je dirais que c'est Open Classroom. Je pense que c'est une start-up c'est une start-up un peu particulière parce qu'il n'a pas démarré comme les autres avec plein de levées de fonds et bim bam boum. C'est un truc qui date depuis super longtemps. Et en fait, moi, je me suis formé au tout début sur le site du zéro quand j'avais 13 ans. Donc, je trouve que ce qu'il fait, c'est génial. En fait. Et sans des mecs comme lui, moi, j'en serais pas là. Okay. Donc, je pense que c'est la start-up du moment. Et est-ce qu'il y a une petite anecdote à nous partager de votre expérience chez Sinao, de vous tout début dans l'entrepreneuriat? Ouais, je pense que les anecdotes en fait qui font que j'en suis là, c'est surtout les échecs. Et au final, j'en suis plutôt fier. Après notre première levée de fonds, on devait faire Réseau Entreprendre.
en fait, on avait levé une petite partie de l'argent et derrière, on devait finir notre plan de financement avec Réseau Entreprendre, plus de la BPI, etc. Et on n'a pas eu Réseau Entreprendre. Donc nous, on avait déjà embauché des salariés et tout, on n'a pas eu Réseau Entreprendre, on a tout planté. Donc les salariés ont dû partir. Ça a été une catastrophe totale. Derrière, on a réussi à retrouver un peu de financement pour pouvoir continuer. Derrière ça, on est allé lever auprès d'un fonds. On a fait 6 mois avec le fonds jusqu'à la fin de la négo. Et à la fin de la négo, ça s'est planté. Du coup, ça n'a pas été signé. Ça a été un carnage total. Derrière ça, mon associé est parti. Donc, je me suis retrouvé tout seul. Donc, c'est un moment où je me suis retrouvé seul. Vraiment, tout seul dans la boîte. Plus de salariés, plus d'associés. Tout qui allait très très bas et très très peu de trésor. Et à ce moment-là, mon investisseur m'a redonné un petit peu d'argent en me faisant confiance. Il m'a dit, écoute, vas-y, je te donne ça et puis débrouille-toi. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je suis tout seul, on va essayer de gagner au maximum du temps. Du coup, j'ai changé tout le business model. Je suis passé sur un truc entièrement automatisé, avec un support automatisé, avec une version d'essai où les gens pouvaient s'inscrire. En fait, c'est là où on a trouvé le bon business model. Et je suis parti au Népal 15 jours en trek, sans PC, sans rien, je suis parti. Et quand je suis revenu, Sinao avait commencé à décoller tout seul. En fait, il y avait plein de gens qui s'étaient inscrits, des gens qui avaient payé, des gens qui commençaient et en fait, on avait atteint notre seuil de rentabilité en un rien de temps, alors que j'étais pas là et qu'il n'y avait plus personne. Et c'est ce moment où en fait il restait rien, on avait un peu tout raté, où d'un seul coup ça décolle, où tu te dis en fait c'est génial. Et à ce moment-là, 2 mois après, j'embauchais notre première salariée et quelques mois après, on levait 700 000 € et puis ça repartait quoi. Ok, et aujourd'hui l'équipe actuelle, vous êtes combien? Ça fonctionne comment? Aujourd'hui, on est 3 salariés à temps plein et après il y a des gens qui sont autour. Donc à temps plein, on a une directrice marketing, Margot, et un directeur technique, Zacharia, qui a justement pour vocation de me remplacer là-dessus. Ok, et vous pensez vous étendre, faire de nouvelles embauches ou vous êtes au complet? Pour l'instant, on est au complet, le temps qu'on atteigne nos prochains objectifs, et après, bien sûr, dès qu'on pourra, on continuera à embaucher. Ok, et du coup, un petit mot de la fin pour résumer tout ce qui vient de se dire. Échouer. Ça mène au succès. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.